dont le thème aujourd'hui est période de crise, des opportunités de fusion-acquisition à saisir, point d'interrogation. Effectivement, cette période peut vous permettre soit de travailler à la cession d'entreprise auprès d'un grand groupe ou d'une structure plus petite, et puis éventuellement également être en mesure d'identifier un rapprochement avec une autre startup qui serait sur le même secteur que vous et qui serait complémentaire à votre offre. Et donc, c'est sur ces thèmes-là qu'on va discuter aujourd'hui avec Thomas Lafont et Thomas Clerc, qui font partie de l'entreprise Sodica, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, qui est spécialiste de conseil en fusion, acquisition, small et mid-cap. Et donc, Thomas Lafont est directeur de mission en charge des levées de fonds innovation chez Sodica. Et Thomas Clerc est chargé d'affaires senior fusion-acquisition. Mais je vais laisser prendre la parole et juste se présenter et commencer pendant à peu près 15-20 minutes à vous présenter un peu l'état des lieux sur cette thématique et vous apporter les premiers conseils. Et puis, durant ce temps, je vous invite donc à poser vos questions sur l'onglet et sur le dispositif Q&A, donc questions-réponses de l'application Zoom. Donc, je ferai le choix des questions et c'est moi qui poserai directement les questions à nos deux Thomas. Et puis, du coup, je tracerai chacune de vos questions et je les éliminer au fur et à mesure. Donc, vraiment, pensez bien à poser vos questions sur la partie questions-réponses de l'application. Donc, je vais laisser la parole à nos deux Thomas. Messieurs, c'est à vous. Thomas? Allô? Ouais, Thomas. Oui. Allez-y, messieurs. Thomas Clerc, peut-être, commence. Ouais, je vais commencer. Bon, effectivement, alors aujourd'hui, on est dans un contexte assez particulier, avec une économie quasiment à l'arrêt. Donc, on est vraiment dans un changement de perspective avec voilà, tout ce qu'on entend, des réductions, enfin des augmentations de chômage. Voilà. Donc, ça, forcément, ça aura un impact sur ce qui va se passer au niveau des fusions et acquisitions. Donc là-dessus, nous, on voulait vous présenter un peu l'état des lieux aujourd'hui et puis vous dire un peu comment on perçoit les choses et ce qui peut en être sur les impacts des opérations qui vont se présenter en ce moment et dans le futur. Je t'en prie, Thomas, le temps que Thomas Lafont se reconnecte, tu peux avancer. D'accord, ok. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de report d'opérations de fusion-acquisition, des opérations qui devaient se faire, qui sont reportées pour diverses raisons, hein, surtout les sociétés qui doivent se concentrer sur leur business, qui ont besoin de se concentrer sur leur business, d'avoir regarder leurs propres résultats et pouvoir se dire quelle va être la suite et puis gérer leur personnel, gérer leur flux, gérer leur cash. Donc, pendant ce temps-là, les opérations vont probablement se reporter. Ça, c'est la grande majorité. Il y a des opérations qui continuent, en revanche, pour lesquelles l'opération est bien engagée. On essaye d'aller au bout. L'idée, c'est que les vendeurs puissent récupérer toucher leur argent dans le temps, si ça se fait rapidement ou si ça se fait pas rapidement. Enfin, on aménage les opérations. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après, il y a des secteurs qui sont plus actifs que d'autres, plus attractifs que d'autres. Les secteurs, tout ce qui est agroalimentaire, ça continue. Ça c'est des secteurs qui continuent bien d'avancer. Donc sur les opérations, ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a quand même une volonté des dirigeants qui avaient engagé des opérations et qui étaient proches du but, d'essayer d'aller au bout. Alors même si ça se passe pas toujours, on est proche d'y arriver. Après, le gros impact, c'est sur les valorisations. Donc, on a des valorisations, on constate des valorisations qui sont en diminution. Hein. Nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on regarde les sociétés, les comparables boursiers. On regarde on applique des multiples. Donc, les boursiers aujourd'hui ont perdu 30%. Donc, forcément, ça aura un impact sur les valorisations. Les taux d'actualisation ont bien augmenté.
avec des primes de risque qui augmentent, donc environ 100 points de base. Ça, c'est ce qu'on a constaté depuis le début. Et donc, ça a un impact forcément sur les valorisations, donc à ISO business plan. Mais il faut avoir en tête que les business plans aussi ont évolué. Donc, les business plans vont être impactés. Donc, la difficulté, c'est de savoir en sortie de crise et en fin d'année 2020, quel sera le résultat des courses. Donc là-dessus, on a aussi des vraies problématiques pour maintenir les valorisations. Et puis après, on regarde pas mal pour les opérations non cotées. Il y a un indice qui s'appelle l'indice Argos, Argos Ditic, qui est historiquement qui avait atteint à peu près 10 fois les multiples d'EBITDA quand on regarde le premier semestre. Et là, donc là, on ne sait pas ce qu'il va être en sortie de crise. Mais si on fait le parallèle par rapport aux années 2007-2008, il était arrivé à 9 fois l'EBITDA, 9 fois le multiple d'EBITDA. Et en sortie de crise, il s'était retrouvé à un niveau inférieur à 6 fois. Donc, on a perdu un multiple de 3 sur le multiple d'EBITDA. Donc, on pense que peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on applique la même chose, voilà, les multiples vont perdre quelques tours d'EBITDA. En tout cas, si on fait le parallèle par rapport aux années 2007-2008, c'était 3 fois. Voilà un peu sur les valorisations, en tout cas ce qu'on peut voir aujourd'hui, enfin ce qu'on peut voir et ce qu'on anticipe un peu, ça peut être ce genre de choses. Thomas, tu veux peut-être rajouter des éléments là-dessus ? Je vais reprendre la main. Merci Thomas d'avoir fait l'introduction. Désolé, j'ai un petit problème technique. Donc voilà, merci au village de nous accueillir. Et effectivement, aujourd'hui, on anticipe déjà des baisses significatives sur les valorisations. Hein. Thomas parlait un petit peu de l'impact en 2008. Si on regarde les impacts en 2001, où c'était une crise qui était plutôt l'éclatement d'une bulle technologique et puis une crise économique, on avait aussi eu des très fortes baisses de valo. Un bon indicateur sur les baisses de valo, c'est la baisse de la bourse. Et en 2001, on a une baisse de la bourse d'environ 60 à 70%. Donc le CAC 40 est passé de 6 900 points à 2 400 points. Donc ça fait des impacts relativement importants. Aujourd'hui, on est bien incapable de dire quel va être l'impact exact sur la crise de la valorisation, des valorisations, mais il est certain qu'il va y avoir une baisse significative des valos, sachant qu'on était dans une phase où il y avait beaucoup de cash et il y avait sans doute des heures qui étaient plus importants que les projets. Donc il y avait une tendance à valoriser de façon très importante les opérations. Alors, est-ce que la crise actuelle ou est-ce que la crise qui va suivre, la crise sanitaire, va signifier qu'il y a un arrêt des opérations de fusion-acquisition? Non, c'est pas forcément vrai. Il va y avoir certainement, et pas certainement, il va y avoir un ralentissement assez fort. Comme le disait Thomas, chez nous, on a à peu près 70 à 80% de nos mandats qui sont à l'arrêt. Avec, on sait déjà, un certain nombre de dossiers qui ne repartiront pas et d'autres qui vont repartir, mais on va certainement avoir une perte en ligne significative sur les deals qui étaient en cours. Maintenant, les deals vont se poursuivre et c'est même l'occasion pour des gens qui n'étaient plus tellement acheteurs de rentrer à nouveau sur le marché puisqu'il va y avoir des opportunités. Alors, on peut peut-être citer quelques exemples historiques. C'est des deals un petit peu donc c'est pas forcément des deals qui parlent, enfin qui concernent des startups, mais par exemple, on se souvient qu'en 2008-2009, une des plus belles opérations de croissance externe, c'est le rachat de Fortis par BNP, qui a racheté Fortis pour un montant très très symbolique et qui a réinjecté du cash dedans, mais qui lui a permis de fortement développer sa part de marché en Europe du Nord. En fait, c'est un bon exemple de ce qui peut se passer, sachant que BNP avait, dans la période précédente, dans la période d'euphorie entre 2005 et 2008, refusé de se développer parce qu'il trouvait que les valorisations étaient trop élevées, en fait. Il y a d'autres exemples comme ça dans des périodes de crise d'opérations qui se font et qui sont des belles opportunités. Si on regarde sur les grosses opérations historiquement, effectivement, sur les années 2008-2009, il y avait aussi EDF qui a racheté British Energy. Voilà, donc c'était un peu des secteurs, quand même, des secteurs
on était sur des utilities, sur du bancaire, de l'assurance. C'était un peu ces secteurs-là qui étaient prépondérants, en tout cas, à cette époque-là, qui étaient résilients, en tout cas, dans les opérations. Voilà. Et en 2001, qui était une crise qui concernait beaucoup plus le marché de la techno, un autre exemple, à nouveau, de gros acteurs qui a vendu beaucoup d'actifs et qui a dû beaucoup céder, c'est Vivendi. Tout le monde a en tête le développement très important de Vivendi avant crise. Et après, donc ils ont vendu beaucoup de leur branche métier ou des actifs qu'ils avaient acquis à des prix élevés. Ils les ont vendus à des prix beaucoup plus bas, en fait. Voilà. Si on se pose la question de qui vont être les acteurs qui vont être dans les mois qui viennent sur ce marché, on peut penser en premier lieu. Je vois qu'il y a un commentaire sur le fait qu'on ne m'entend pas bien. Pourtant, j'essaie de parler dans le micro, c'est ma connexion qui est peut-être pas très bonne. Donc, si on se demande quels sont les acteurs qui vont être le plus actifs, on peut penser à des industriels qui étaient déjà présents dans le marché, mais qui ne voulaient pas forcément faire des deals sur des startups en série A ou série B parce qu'ils trouvaient que les valos étaient trop élevés. Ce sont des gens qu'on va sans doute voir de façon importante dans les mois qui viennent, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu plusieurs webinaires avec des fonds de venture. Nous, on parle aussi de temps en temps à des fonds de venture et à des fonds de private equity. Ce qu'on entend de leur part, c'est qu'ils ont toujours du cash à investir, mais qui sont beaucoup plus sélectifs, d'une part. D'autre part, ils ont une bande passante qui est plus faible parce qu'en fait, une grosse partie de leur activité est consacrée aujourd'hui à aider leur participation, à les aider à faire des plans de trésorerie, à regarder le cash qu'elles vont consommer dans les mois qui viennent, à les aider à mettre en place les PGE ou toutes les solutions de financement possibles. Donc les fonds sont un peu moins présents et sans doute également sur des valorisations plus faibles. Et puis peut-être un moyen terme, enfin un horizon un peu plus lointain, c'est plutôt 12 mois. Ce qu'on constate en 2001 et en 2008 sur les crises, c'est que les fonds de capital risque sont les premiers impactés sur les prochaines levées. C'est-à-dire qu'un fonds qui est en fait une société de gestion qui gère différents véhicules lève un véhicule tous les 2 ou 3 ans en fait. Et on s'aperçoit qu'en période de crise, ils ont beaucoup plus de mal à lever, comme les entreprises qui cherchent à lever du cash ont plus de mal à lever en période de crise en fait. Donc voilà, donc il est vraisemblable que les fonds auront un peu moins de cash et qu'il y aura des industriels qui vont être beaucoup plus à la manœuvre. Les industriels souvent payent quand même moins cher ou achètent plus des actifs, une équipe, qu'un fonds qui va acheter les promesses de valorisation future en fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses là-dessus, Thomas. Non, et après, il y a toutes les sociétés qui ont des fonds à leur capital et qui, elles, ont peut-être des volontés de réaliser des opérations de croissance externe aussi. Mais tout dépend après de la santé, de leur santé financière, de leur capacité à traverser la crise et de leur plan de trésorerie et de la capacité à avoir de la bande passante aussi pour faire des opérations de croissance externe. Alors, dans ce contexte de crise, la question à se poser, en fait, puisque le paradigme de marché est quand même largement revu, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut être un consolideur ou est-ce qu'on souhaite être consolidé, en fait? Donc, à savoir, est-ce qu'on va être en capacité, parce qu'on a un peu de cash, parce qu'on a un business model qui est plus résilient que d'autres, parce qu'on a effectivement peut-être la possibilité de payer en cash ou en titre, ou qu'on a des actionnaires qui peuvent nous aider à le faire. Est-ce qu'on est en capacité de consolider le marché, c'est-à-dire de racheter des concurrents, ou est-ce que on est plutôt une cible ou une cible qui peut être intéressante pour quelques industriels? Je pense que c'est une réflexion qui peut être intéressante pour des startups qui étaient en phase de levée ou qui vont avoir besoin de lever du cash
et qui doivent aujourd'hui de savoir est-ce qu'il faut aller voir des fonds d'investissement, des business angels, ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de se tourner vers des industriels, s'adosser à un industriel en fait. Donc la question d'importance, sachant que quand on fait un deal avec un industriel, il est assez rare que l'industriel ne prenne pas une grosse minorité de blocage, voire principalement une majorité ou la totalité du capital, voilà, dans une période où les valos vont être plus faibles. Ça veut dire des deals qui ne sont pas forcément des deals où on fait des très gros multiples pour l'actionnaire, mais c'est la garantie de s'adosser à un acteur du secteur qui va pérenniser la société, les équipes et permettre le développement par la suite, en fait. Donc ça, c'est un peu la question qu'il faut se poser et voir un petit peu s'il y a des opportunités Après, il y a des possibilités également d'essayer de se rapprocher d'autres acteurs du secteur. C'est dans ces périodes où on voit effectivement l'intérêt d'une opération de rapprochement industriel, donc d'une fusion, c'est de réaliser des économies d'échelle, c'est de réduire le contexte concurrentiel sur un marché. Donc, quand on est face à 2 ou 3 acteurs, ça permet de fortement réduire le contexte concurrentiel. C'est de préparer le développement de demain parce que le monde change, le marché change avec cette crise, ou c'est d'acquérir éventuellement des savoir-faire complémentaires, des briques métiers, des éléments qui vont vous permettre d'augmenter votre offre de valeur auprès de vos clients, en fait. Le sujet qui se pose dans une consolidation, c'est est-ce que la consolidation est un cas de force majeure ou est-ce que c'est un peu forcé? C'est-à-dire que quand on est le moteur principal, c'est le cash, parce qu'en général, on a un business model qui peut fonctionner, mais qui n'est pas encore rentable ou qui consomme du cash. Donc, il faut arriver à se retrouver dans une position de négociation face à l'acheteur qui ne soit pas une position de négociation trop contrainte, à savoir qu'avec le cash qui se consomme au fur et à mesure du temps, on n'est pas complètement maître du calendrier dans la négociation, et donc ça peut être une faiblesse. Donc il faut essayer de maîtriser ça au mieux. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour le maîtriser, notamment essayer d'organiser un contexte concurrentiel avec d'autres acquéreurs. Mais voilà, c'est une des vraies interrogations, je pense, qui se pose dans le cas des startups, en fait. Voilà, donc... Pardon, vas-y, pardon. Non. Et puis, donc, effectivement, l'objectif, c'est de ne pas forcément paraître trop faible dans ce contexte-là. Et donc, la mise en concurrence peut paraître une bonne chose pour effectivement essayer de garder un calendrier, d'améliorer, enfin, d'avoir une valorisation qui soit correcte, qui convienne. Et puis après, peut-être qu'il y a une des autres questions qui peuvent se poser, c'est toutes les opérations de levée de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, les opérations de levée de fonds vont continuer? Est-ce qu'elles vont sur quel niveau de valorisation? Donc ça, c'est aussi des choses qui vont se poser comme question, en tout cas. Ok, parfait, messieurs. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Je vous propose désormais, c'est de commencer à prendre des questions pour continuer à alimenter votre rapport. Donc, effectivement, on l'a vu dans votre discours, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est est-ce que je regarde comment céder mon entreprise éventuellement d'un côté et plutôt à un grand groupe. Et puis, d'un autre côté, comment je peux également ou par ailleurs être moi-même acquéreur d'une autre entreprise pour pouvoir consolider et renforcer certaines positions. Donc, on a des questions un peu dans les deux sens. Je vais commencer par une première question qui concerne donc plutôt le fait d'identifier des opportunités de rachat. L'idée, c'est comment, dans ce contexte un peu flou dans lequel nous vivons en ce moment, comment être en mesure d'identifier des opportunités et comment être en mesure d'identifier des cibles PME, TPE dans le marasme actuel. En fait. Est-ce que vous avez des tips, des éléments, des réflexes, vous, quand vous aidez certains de vos clients qui sont en recherche de cibles, peut-être?
il y a plusieurs techniques pour être en veille ou pour regarder un petit peu. Et déjà, il y a un certain nombre de sites sur lesquels il y a des annonces, mais en général, ce n'est pas les plus beaux dossiers. Nous, ce qu'on conseille en général, c'est dans son secteur d'activité de bien identifier le type de croissance qu'on veut faire. Est-ce que c'est un développement géographique, c'est-à-dire qu'on est présent sur la région parisienne et on veut une cible, on veut couvrir par exemple la région lyonnaise, ou est-ce qu'on va chercher une brique métier? Ça, c'est déjà savoir un petit peu les axes qu'on veut développer. Ensuite, quand on a choisi ces axes, c'est de faire un screening. Il y a des outils aujourd'hui, il y a pas mal de bases de données sur lesquelles on peut voir un petit peu les sociétés, mais on peut facilement, je pense que vous connaissez quand même sur votre marché les quelques concurrents que vous pouvez avoir. Si vous voulez envisager un rapprochement avec un concurrent, c'est ces gens-là qu'il faut approcher pour discuter un petit peu avec eux et voir quelles pourraient être les opportunités en fait là-dessus. Ça, c'est les premières choses. Après, si on est à la recherche de briques métiers, c'est d'identifier la brique et également de faire un travail de screening en regardant l'offre qui existe, en essayant d'identifier les sociétés et d'aller prendre contact directement avec les dirigeants. En fait. Voilà un petit peu moi ce que je pourrais dire là-dessus. Ok. Et du coup, dans l'autre sens, comment identifier des acquéreurs potentiels? Alors, comment identifier des acquéreurs? On peut même vous dire un peu comment nous on travaille. Quand on travaille sur un secteur d'activité, en général, on fait un screening et on regarde un petit peu les acteurs qui interviennent sur ce marché. Souvent, quand on intervient dans un secteur, on connaît quand même déjà un peu le secteur, donc on sait plus ou moins quels sont les acquéreurs potentiels, etc. Mais on travaille effectivement sur des screenings, il y a un outil, il y a pas mal de bases de données d'entreprise. Il y a un outil assez classique qui s'appelle Diane, qui est l'outil qui recense tous les comptes qui sont déposés au greffe du tribunal. Donc ça, on peut voir un petit peu ces choses-là. Et donc on peut quand même en général identifier les acteurs qui sont à la recherche ou qui peuvent être à la recherche d'acquisition dans ce segment-là en fait. Et puis un indicateur aussi, c'est quand même on regarde les opérations qui se sont passées historiquement, donc pour essayer de cerner les acteurs qui sont plutôt acquisitifs. On imagine que certains qui ont fait des opérations par le passé vont avoir la volonté de continuer d'en faire. Et puis aussi, les sociétés qui ont des fonds d'investissement à leur capital sont globalement plus acquisitifs que les autres. Et potentiellement, une fois que le gros sera passé, c'est-à-dire une fois que la partie, on se met en mode crise et on fait un peu le dos rond, sera passé, peut-être que ces sociétés seront nouveau à l'achat. Ok, très clair. Vous, de votre point de vue sur ce qui a bougé ces dernières semaines, est-ce que sur les mandats que vous avez, les mandats qui auraient été éventuellement suspendus ou ceux sur lesquels des prospects vous ont dit non, on va attendre un peu, vous en détachez plus ou moins certains secteurs? Est-ce que vous sentez certains secteurs plus touchés dans vos métiers de fusion-acquisition? Est-ce que vous sentez des secteurs qui sont plus touchés que d'autres aujourd'hui? Alors, moi, je peux répondre pour mon point de vue. En tout cas, moi, ce que j'en vois sur les mandats que j'ai en cours, le secteur du tourisme et de l'aéroportuaire, moi j'ai un sujet en ce moment dans ce secteur, est extrêmement touché, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus un centime de chiffre d'affaires d'une part, et d'autre part, on ne voit pas encore bien quand va avoir lieu la reprise. Est-ce qu'il va y avoir une saison estivale? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de saison estivale? Donc là-dessus, on a une vision très, très, très forte du fait que c'est une activité qui est extrêmement touchée. C'est la même chose sur la distribution spécialisée. Alors, un petit peu moins sur les business models qui sont très, très e-commerce, mais
Moi, j'ai également un mandat dans la distribution spécialisée. Ils ont fait 5% du chiffre d'affaires enfin 5% au mois de mars. Ils ont fait, enfin sur les 4 dernières semaines, ils ont fait 5% du chiffre d'affaires de la même période l'année d'avant. Donc, on voit vraiment qu'il y a un très gros impact. Donc, il y a un impact sur le cash de la boîte. Et après, la question va être de comment la reprise va se gérer. A contrario, les infos que j'ai, par exemple, sur le secteur de la distribution alimentaire sont extrêmement positifs. À savoir que le mois de mars a été très, très bon et que l'activité se poursuit malgré le confinement. Par exemple, nous, Sodica, qui est donc une filiale du Crédit Agricole, intervient beaucoup dans le monde de l'agroalimentaire et aujourd'hui dans l'agroalimentaire qui reste très, très bonne. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des appels entrants, on continue à avoir des dossiers qui sont en cours parce qu'en fait, la production reste soutenue et reste forte. Par exemple, dans le packaging, ça dépend un petit peu des segments de marché. On voit que dans le packaging agroalimentaire, médical, les chiffres sont en hausse de 20 à 30%. Donc, les boîtes ne sont pas à l'arrêt, elles continuent à avoir un marché, elles continuent à vivre comme si pas eu de choc. Et après, il y a beaucoup d'exemples très différents. Nous, la semaine dernière, de l'exemple de la santé, on se disait que ce serait un secteur qui serait très, très porteur dans les mois qui viennent. Et en fait, quand on regarde des choses, par exemple, il y a un segment de marché dans lequel les fonds d'investissement ont beaucoup investi, qui sont les laboratoires d'analyse. En fait, les laboratoires d'analyse ont fait quasiment pas de chiffre d'affaires depuis un mois et demi, puisqu'on ne peut plus y aller, en fait. Donc voilà, c'est très disparate. Ce qu'on sent, c'est que l'agroalimentaire résiste bien, qu'il y a des secteurs qui vont repartir relativement vite et qu'il y en a d'autres pour lesquels ce sera beaucoup, beaucoup plus long. En fait, globalement, tous les secteurs assez cycliques, pour eux, c'est assez compliqué. Tout ce qui est service aux entreprises, on sent qu'il y a des vraies difficultés parce que accéder à une entreprise de nettoyage, accéder à des bureaux en ce moment, ben, ça a assez peu d'utilité. Donc, toutes ces choses-là sont bien réduites. Voilà, c'est un peu des secteurs qui sont à la peine. Tout ce qui est construction aussi, c'est très compliqué. Donc, voilà, il y a des secteurs qui se dessinent, mais globalement, parmi ces secteurs, il y a toujours quelques sociétés qui arriveront à s'en sortir malgré tout. Mais voilà un peu les secteurs qu'on identifie aujourd'hui, qui sont là. Ok, très clair. Quand on parle de fusion-acquisition, bien souvent, il y a un partenaire bancaire dans l'aventure, dans le montage. Selon vous, quelle est l'évolution de cette partie financement et l'évolution des banques actuellement sur leur capacité à continuer à accompagner des fusions-acquisitions et acquisitions? Peut-être. Alors, moi, ce que j'entends aujourd'hui, de la part des réseaux du groupe Crédit Agricole, mais aussi d'autres, que globalement, les équipes sur les marchés entreprises ou professionnels consacrées à 100% sur la distribution du PGE et le report des échéances, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on comprend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques n'ont pas de bande passante pour financer les opérations. Et ça n'est pas la priorité. La priorité, c'est de soutenir leurs clients et de les aider dans cette période, au moins en obtenant les prêts garantis par l'État. En fait. Après, ce qu'on comprend également, c'est que le robinet n'est pas fermé, mais encore une fois, on parlait de multiples élevés pour les valorisations de boîtes. Quand on regarde également sur la partie crédit, on parle également de multiples en termes d'EBITDA sur des dossiers de financement, sur des entreprises qui sont déjà significativement rentables. Et ce qui est très vraisemblable, c'est que les multiples vont être réduits. C'est-à-dire que le quantum de dette que vous pourrez obtenir pour une société pour financer une acquisition sera sans doute plus faible dans quelques mois que ce qu'on pouvait obtenir en fin d'année 2019. En fait. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008, d'accord ? Même si en 2008, c'était quand même principalement une crise financière et donc les banques avaient réduit d'elles-mêmes.
là, je pense qu'il y aura quand même également une réduction sur les quantums de dette. Maintenant, ça ne veut pas dire que les banques ne financeront pas des belles opérations, des opérations qui ont du sens et qui montrent que le crédit peut être remboursé dans les années qui viennent, en fait. Donc ouais, pour compléter un peu, donc les niveaux, probablement les niveaux de fonds propres sont imposés, seront plus importants, et les opérations de LBO, je pense qu'elles seront à des niveaux de levier moins importants, mais ça, on n'a pas encore les niveaux, on n'a pas encore la vision sur ce qui se passera au redémarrage en tout cas. Ok, très clair. On a une question concernant un peu particulière. C'est vrai que dans ce contexte de rachat potentiel et d'acquisition, est-ce que tous les acquéreurs ont un objectif réel de consolider, de créer de la valeur et d'aller dans le bon sens? Ou est-ce que vous savez que dans ce secteur-là, il peut y avoir, dans ces actions-là, il peut y avoir des actions plus agressives avec l'objectif de tuer un concurrent en le rachetant pas cher? Ou ce que je veux dire, c'est est-ce que vous sentez dans ces périodes de crise parfois ces actions un peu vautours, comme nous dit la question? Vautour, je ne sais pas si on peut employer le terme. Il est clair que quand l'entreprise rencontre une situation difficile, et c'est le rapport de force qu'on évoquait tout à l'heure, pour l'acquéreur, quand le vendeur est contraint à la vente parce qu'il est pris à la gorge ou parce que le cash se réduit drastiquement et qu'il a peu de solutions de sortie, ça n'est pas en sa faveur. L'opération ne se fait rarement en sa faveur, donc à des prix qui soient attractifs. Donc c'est sûr que le rapport de force est un peu renversé, à savoir qu'on était dans une période d'euphorie où il y avait beaucoup d'investisseurs financiers pour investir dans quelques dossiers, dans quelques beaux dossiers de la place. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de dossiers compliqués avec pas forcément énormément d'acquéreurs ou d'investisseurs. Donc le rapport de force est forcément inversé en fait. Maintenant, ça dépend aussi des métiers. Quand vous rachetez une boîte où ce que vous allez chercher, c'est uniquement des actifs physiques, effectivement, vous pouvez essayer quand vous allez racheter des équipes ou aller chercher des équipes, il faut que vous arriviez à emmener les équipes que vous rachetez et emmener l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est dans l'intérêt quand même de l'acheteur que le deal se fasse dans de bonnes conditions humaines. Mais on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait des opérations juste opportunistes qui se présentent. Et ça, aujourd'hui, c'est la réalité du marché. C'est tout le monde peut être à l'affût d'une bonne opportunité, même si c'était pas le scénario initial envisagé. Voilà, compléter une brique métier parce que la société est un peu en difficulté, bah, ça, on le verra forcément. Ok, justement, on a une question d'un de nos participants qui dit voilà, une entreprise qui aurait perdu un peu d'argent, enfin qui aurait perdu de l'argent, qui n'aurait pas eu des résultats attendus à cause de cette période. Cela fait-il sens aujourd'hui justement de regarder comment acquérir un petit concurrent pour en bénéficier de son carnet d'adresse et éventuellement d'une innovation ou d'un nouveau produit que la cible aurait lancé? Est-ce que c'est une bonne tactique aujourd'hui de se positionner sur ce type d'acquisition? Ça peut être une bonne tactique en termes de prix. Et après, chaque cas est spécifique et il faut bien analyser les choses. Si ce qu'on achète, et faire un deal qui nous permette de dire ce qu'on achète. Si ce que vous achetez, c'est le carnet d'adresse du dirigeant, ce qui sera important, c'est d'intéresser le dirigeant à la création de valeur par la suite. Si ce que vous achetez, c'est les référencements, par exemple, dans la grande distribution
souvent, quand on lance des produits, il faut 18 mois pour être référencé. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir une région, ce qui sera important, ce n'est pas forcément de payer un prix élevé, mais c'est que la société n'aille pas en redressement. Parce qu'il y a un certain nombre mais il est clair que si vous avez du cash et si vous avez des briques métiers ou des savoir-faire que vous pensez acquérir à bon prix, ce sont des bonnes opportunités de faire ces opérations en fait. Ok, on a une question. Oui, pardon, excuse-moi Thomas. Non, mais c'est ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, racheter une société, c'est pas forcément, on rachète pas forcément 100%. Il peut y avoir des montages où on rachète une majorité ou une minorité, et comme le disait Thomas, associer le vendeur à une création de valeur ultérieure, ça peut être une opération qui peut s'envisager, bien entendu, et qui peut être aussi créatrice de valeur pour l'acquéreur et pour le vendeur, et quelque chose qui soit win-win. Ça peut être intéressant aussi. Il ne faut pas être forcément dans un rôle prédateur et puis qui acquiert tout. Non, il peut y avoir aussi de belles histoires qui s'écrivent avec une création de valeur commune et une opération gagnante pour l'acquéreur et le vendeur. Ok, ça peut faire l'objet d'une création d'une JV ou d'autre chose même au bout du bout de ce type de montage. Du coup, j'ai une question concernant les acteurs étrangers. C'est vrai qu'avant la crise, on voyait arriver pas mal on avait autour de l'écosystème français pas mal d'entreprises, de fonds d'investissement et d'entreprises corporate étrangers qui s'intéressaient à la French Tech et aux startups françaises. Est-ce que vous les voyez toujours à l'écoute ou est-ce que naturellement, est-ce que plus intuitivement, vous les sentez plus distants aujourd'hui? Alors, plus distant. Alors, en fait, c'est difficile de répondre. Ah, Thomas, on t'a perdu? Ok, je vais reprendre un peu la parole. Donc, en fait, effectivement, en ce moment, ce qu'on voit peut-être, c'est qu'il y a peut-être un repli de chacun vers soi et retour enfin pour les investisseurs en tout cas, retour à la gestion de ses participations et donc un recentrage vers ses activités habituelles. Donc tout ce qui est un peu expansion et notamment expansion internationale sont peut-être mis entre parenthèses dans cette période assez particulière. Peut-être que ça va reprendre, mais ça, ce sera probablement au cas par cas. Mais en tout cas, en ce moment, on sent qu'il y a moins d'appétit sur ces opérations, en tout cas de conquête à l'étranger. Ok. On a parlé rapidement tout à l'heure, mais on a de nouveau une question sur les outils pour pouvoir identifier des cibles de rapprochement ou d'acquisition. Tu peux revenir dessus très rapidement, Thomas? Ouais, effectivement. Alors nous, on utilise des bases de données. Donc, comme l'a indiqué Thomas, donc il y a la base de données Diane notamment. Donc ça, c'est ce qui permet de voir l'ensemble des sociétés en France qui déposent leur compte au greffe. Après, il y a d'autres bases de données qui permettent de recenser l'ensemble des transactions qui ont eu lieu par le passé. Donc sur différents secteurs, enfin on fait nos tris et on arrive à voir les opérations qui se passent et avec les multiples, bon, qui ne sont pas toujours renseignés, mais les multiples de valorisation. Donc ça, c'est des éléments assez intéressants. Après, donc ça, c'est pour la partie non cotée. Et puis après, on a des outils. Donc nous, on utilise un outil comme Infront Analytics pour tout ce qui est société cotée, donc connaître les multiples de valorisation. On a accès aux notes de broker aussi par ce biais-là, donc ce qui permet de faire des études et des suivis de marché. Et puis après, après c'est quand même du bon sens. C'est de la recherche aussi pas mal. S'imprégner d'un secteur, échanger
avec des acteurs de ce secteur-là pour essayer de comprendre les enjeux, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ce qui va pouvoir se passer, les transactions qui ont lieu. Et puis nous aussi, on est accompagnés par des senior advisors sur certains secteurs assez spécifiques pour essayer d'être le plus pertinent possible dans l'intérêt de notre client ou alors dans l'intérêt de récupérer, de prendre un mandat pour une opération. Ok. Selon toi, Thomas, est-ce que du coup la baisse des valos attendus va entraîner une modification des types de deals, c'est-à-dire soit du cash only vers du stock deals ou d'autres évolutions du montage en fait? En fait, je ne sais pas si on peut en tirer une généralité. Ce sera probablement du cas par cas, mais peut-être que pour certaines opérations, on va peut-être être amené à être plus ingénieux pour essayer de faire en sorte que l'opération se fasse, peut-être dans un contexte moyen limité, et puis pour que tout le monde s'y retrouve. On va peut-être assister à plus d'opérations avec des compléments de prix, donc avec une opération où on paye un prix fixe à telle date, aujourd'hui, et avec des espérances de gains futurs sur un retournement de société ou sur une amélioration de résultats selon l'atteinte d'un business plan. Et là, le complément de prix sera versé fin 2021 ou fin 2022, enfin des compléments de prix graduels. C'est des mécanismes qu'on va peut-être pouvoir voir se mettre en place plus fréquemment. En tout cas, c'est des mécanismes qui existaient jusqu'à présent et qui vont peut-être être plus fortement développés. En tout cas, je pense que l'ingéniosité va être poussée dans ce contexte-là, parce que s'il y a une volonté de rapprochement entre deux groupes ou deux sociétés, on arrive quand même très souvent à être ingénieux et faire en sorte que l'opération se fasse dans les meilleures conditions pour tout le monde. Selon vous, est-ce que le rôle actuel de la banque publique d'investissement, qui permet d'améliorer la trésorerie, voire d'être en mesure de faire des bridges, est-ce que ces actions en fait, de la BPI peuvent permettre de corriger finalement la chute des valorisations? Quel est votre point de vue sur ce point-là? Quel est le rôle de la BPI finalement? Quel est leur impact finalement sur les valorisations? En fait, je ne sais pas si c'est... alors, déjà, saluons leur initiative, parce que c'est quand même... on a une réaction qui est mise en place qui est assez importante. Je ne sais pas sur les valorisations si ça aura un impact direct et immédiat. Faudra qu'on voit ça au fur et à mesure des deals. Mais en tout cas, oui, ça peut limiter la baisse. Je pense que c'est un facteur très limitant de baisse. En tout cas, ouais, ça devrait fonctionner et produire des effets. Ok, ouais, donc saluons effectivement leurs actions très, très utiles. On a une autre question concernant concrètement l'approche finalement d'un concurrent en vue d'une fusion ou d'une acquisition. Et c'est Léo Le Mordant qui pose la question. Est-ce que la meilleure méthode reste de mandater un intermédiaire ou est-ce qu'une approche directe peut être envisagée dans ce contexte? Alors moi, je vais prêcher peut-être un peu pour ma paroisse, mais globalement, l'intérêt de prendre un intermédiaire, c'est peut-être d'avancer masqué, c'est-à-dire que c'est l'intermédiaire qui agit en front, sans forcément dévoiler la personne, enfin le groupe ou l'entreprise pour lequel il travaille. Donc ça permet de garder une certaine confidentialité. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. L'intermédiaire a aussi une vision du marché qui est pas nulle non plus. Donc ça, ce sont des éléments qui militent quand même plutôt pour prendre un intermédiaire. Et donc dans ce contexte aujourd'hui, si on est sur un secteur assez fermé, marché de niche et autres, c'est quand même pas mal de garder cette confidentialité. Après, rien n'interdit de tenter une approche en direct, mais les chances d'un point de vue confidentialité et les chances de maximiser son prix, en tout cas quand on est acquéreur,
d'avoir un prix potentiellement plus faible sont réduites. Ok. Une autre question concernant l'ensemble finalement des fonds, des fonds actuels. C'est vrai que sur l'ensemble du private equity et voire d'autres mécanismes buyout, on sent bien que cette crise impacte fortement le capital risque à date, mais on peut s'attendre à ce que d'autres fonds puissent en bénéficier, notamment des fonds de retournement. Tu peux nous en parler peut-être un peu? Ouais, effectivement, donc il y a pas mal de typologies de fonds. Les fonds de type buyout, comme tu le disais, effectivement aujourd'hui sont peut-être plus à la peine. On va probablement voir l'arrivée de fonds restructuring qui existent déjà, hein, parce que finalement il y a toujours, même dans les périodes où tout va bien, il y a toujours des sociétés qui ont des besoins de retournement. Et donc ces fonds restructuring existent et là aujourd'hui vont prendre toute leur place, probablement pour éviter des cas de défaut, pour maximiser les chances de sortie de certaines sociétés. Et donc, on va en voir quelques-uns qui vont être aux avant-postes et des opérations qui sont réalisées avec eux très prochainement. Et puis au-delà de ça, il y a toute l'activité de restructuring des cabinets de conseil qui vont aussi être mises en avant dans cette période pour maintenir les sociétés à flot. Et donc voilà, donc je pense qu'effectivement, ces acteurs du restructuring, et puis les cabinets d'avocats également, tous ces acteurs-là vont avoir une place prépondérante aujourd'hui, et donc les fonds en particulier. Est-ce qu'on peut s'attendre en sortie de crise que des grands groupes qui ont besoin d'accélérer leur transformation, d'accélérer une transition, se montrent plus agressifs pour de l'acquisition? Vous sentez poindre ça, vous, dans votre stratégie ou pas? En fait, aujourd'hui, les fonds, enfin les grands groupes, pardon, ont toujours des équipes dédiées aux investissements. Ces équipes perdurent donc pendant la crise. Donc, on va voir probablement une envie de faire, mais pas forcément à n'importe quel prix, parce que la concurrence sera probablement moins importante qu'auparavant, avec des groupes qui seront moins acquisitifs ou des groupes qui auront des moyens un peu limités. Donc, on va voir ça. Je pense qu'on va voir ça. On va voir des groupes qui seront aux aguets et qui vont continuer de vouloir se faire des opérations de croissance externe. On revient sur les outils qui permettent de voir un peu ce qui se passe sur ces fusions-acquisitions. Aujourd'hui, il y a des bases de données accessibles sur des fusions, des acquisitions, des cessions passées? Alors, accessible, c'est-à-dire, j'imagine que c'est en accès libre. Payant, des choses qui existent? Oui. Bah alors nous la base de données qu'on utilise principalement pour les opérations passées, c'est Merger Market. Donc ça, c'est une base internationale qui est donc sur lesquelles on a un abonnement, hein, sur lesquels on voit beaucoup d'opérations qui se déroulent dans différents secteurs. Donc ça, c'est payant? C'est payant, ouais. Comment payant. tu dis? C'est quoi le nom? Répète. Merger Market. Ok. On utilise aussi, donc ça c'est plus pour les opérations qui sont réalisées en France. Il y a un site d'information et une base de données qui s'appelle CF News, CF comme Corporate Finance News. Pareil, c'est payant et ça recense pas mal d'opérations qui sont réalisées en France. C'est un peu les principales bases qu'on utilise. Et puis après, si on regarde sur les sociétés cotées, il y a toujours dans leurs documents de référence, elles indiquent les opérations qu'elles ont réalisées durant les dernières années. Donc ça, c'est un document qu'elles publient tous les ans. Donc on arrive à récupérer de l'information aussi par ce biais-là. Donc ça, c'est en accès libre, hein. Chaque société cotée est obligée de diffuser de l'information réglementaire. Et donc là-dessus, on récupère pas mal d'informations aussi en allant fouiller dans leurs documents de référence. Donc ça, c'est du temps qu'on consacre pas mal dans nos opérations pour récupérer de l'info sur un secteur notamment.
Il y a une question qui est un peu en parallèle du sujet là, mais euh, on regarde les échanges que vous avez, vous, avec la Banque publique d'investissement notamment. Euh, Est-ce que vous voyez bien, malgré cette crise et avec en vue des élections à venir, est-ce que vous voyez bien une continuité de la politique gouvernementale en faveur de l'investissement et de l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème startup? Thomas, tu es là? Thomas est Je suis. revenu peut-être? Vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai eu un gros problème de connexion. On t'entend Thomas. D'accord. Est-ce que tu as entendu ma question? J'ai entendu ta question. Ce que je dirais, c'est que nous, on ne le sent pas spécialement à ce stade. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même un ou deux dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir les startups existantes et l'innovation. Maintenant, il est vraisemblable que ce ne sera pas forcément le cœur du dispositif, en tout cas dans les mois qui viennent. En fait. Mais on n'a pas l'impression non plus que la BPI, qui est un peu le bras armé de l'État français pour soutenir l'innovation, on n'a pas l'impression que la BPI ait retiré ses sous des fonds qu'elle a abreuvés ou alimentés dans les dernières années. En fait. Voilà. Non, clairement, ouais, c'est un peu la vision qu'on a à côté Village by CA avec les échanges qu'on a avec la BPI, l'ensemble de nos startups. Clairement, la BPI continue à alimenter et à traiter tous les dossiers innovation et sur les aides classiques qu'ils ont mis en place jusqu'à présent. Normalement, vous ne devriez pas trouver de frein à ça, à part un frein logistique peut-être de bande passante de des chargés d'affaires BPI, mais a priori, voilà, ils sont toujours là pour animer et instruire les dossiers innovation notamment. Et donc, normalement, on ne devrait pas avoir de problème sur ce point-là. Ils orientent même les startups qui cherchent à avoir du cash sur des prêts garantis d'État, qui n'est pas non plus la solution idéale forcément, de continuer à se tourner quand c'est possible vers des aides classiques. Et notamment en cas de, je vois, il y a une question sur la création de start-up. Si votre entreprise est en cours de création ou vient juste d'être créée, il y a des pré-créations qui sont bien adaptés pour alimenter et trouver du cash pour pouvoir lancer votre entreprise. OK. On a quasiment fait le tour on a fait le tour des questions. Je regarde, il y a une question qui vient d'arriver. Alors oui, donc un de nos participants n'avait pas compris les deux sources pour pouvoir suivre les fusions-acquisitions passées et récentes. Donc on a parlé de CF News, hein, c'est ça, et de Merger Market. Voilà. Mais, je sens que ça suscite de l'intérêt quand même, ces bases de données. Ouais. Non, effectivement, c'est des outils qu'on utilise quotidiennement parce qu'on a toujours besoin d'être au courant de ce qui se passe sur nos marchés, et, enfin, sur les marchés du non-coté. Et donc ça, c'est des outils qui sont assez précieux pour nous. Et puis après, il y a aussi la connaissance sectorielle et puis nos échanges avec les interlocuteurs, donc les acteurs des secteurs, les acteurs des fonds d'investissement. Voilà, c'est aussi... il n'y a pas que les outils, hein, il y a aussi la connaissance du secteur et nos années d'expérience qui font au bout d'un moment qu'on arrive à être pertinent sur nos sujets. En tout cas, ce qu'il en ressort quand même dans nos échanges, c'est vrai que sur des fusions-acquisitions, sur des cessions, être accompagné, ça devient vraiment important au regard des enjeux et de la complexité aussi d'une acquisition ou d'une cession ou d'une fusion. C'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est tourné vers nos amis de Sodica pour pouvoir être en mesure de vous apporter cette expertise, en tout cas dans ce contexte. Mais c'est vrai, c'est clair qu'être accompagné est important. Il y a vraiment des sujets, mais je vais vous laisser appuyer ça, messieurs, mais il y a des sujets juridiques, comptables qui sont vraiment complexes et qui doivent être intégrés
dès le début de l'étude en fait, de l'acquisition ou de la cession. N'est-ce pas, messieurs, dans vos mandats, vos Ouais. missions sont très larges en fait. Hein. Ouais. Nous, on a des missions qui sont très larges. Alors, on ne traite pas du juridique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un avocat, donc ce n'est pas nous qui faisons la documentation. Néanmoins, on est toujours présent dans la phase de négociation sur un certain nombre de points. On peut intervenir également dans la négociation sur la négociation des pactes en support des avocats et donner un petit peu les pratiques de marché. Mais c'est vrai que dans un process de cession, nous, notre enjeu, c'est d'organiser un processus dans lequel on va pouvoir distribuer de l'information pertinente et de qualité aux acquéreurs potentiels, tout en maîtrisant la confidentialité au fur et à mesure du process. C'est-à-dire qu'il y a une forme de striptease, en fait, quand on fait un processus de vente, on en montre un petit peu et on demande à ce que l'acquéreur nous fasse part un petit peu plus de ses intentions avant d'en dévoiler un peu plus au fur et à mesure, en fait. Donc ça, c'est tout à fait le sujet. Donc il faut gérer cette information financière, cette information sur la boîte et gérer la confidentialité. Il faut être bien préparé sur la partie juridique pour qu'il n'y ait pas de sujet, par exemple, de contrat d'approvisionnement qui soit mal ficelé, qui puisse poser des problèmes. Donc avoir un petit peu anticipé toutes ces différentes étapes, sachant que le process est un petit peu différent en fonction de la taille de la société, en fait, parce que plus la boîte est grosse, plus il y a une structure d'information et une documentation, une information qui est importante à donner, en fait. Comment sur la place, comment sont facturées ces missions? Alors, les missions, en général, les missions de conseil à la vente, elles sont facturées, on se rémunère principalement au succès. C'est un peu comme sur une levée de fonds, on se rémunère principalement au succès. C'est un pourcentage du deal ou un forfait fixe quand on est sur des opérations où on a un prix qui est plus aléatoire, en fait. Typiquement, ça nous est arrivé par exemple de travailler sur des boîtes qu'on a vendues à 1 euro symbolique. On a travaillé pour une coopérative agricole il y a quelques années sur un actif qu'on a vendu très peu cher, mais sur lequel on a permis à la société de se débarrasser de cette branche qui n'était pas rentable et où il y avait beaucoup de salariés, et donc de trouver un acquéreur qui était en capacité de reprendre tous les salariés, même le cédant a fait un chèque pour cette société, en fait, voilà, par exemple. Et là-dessus, on s'est rémunéré sur un forfait fixe. Et sur des missions, sur des missions de chasse, d'achat? Alors, c'est des missions qu'on mène pas forcément très souvent, mais en général, on se rémunère. Donc, il y a une rémunération au succès. Et il y a une rémunération à l'avancement, c'est-à-dire qu'on fait une facturation mensuelle, en fait, sur l'identification d'un certain nombre de cibles, sur l'approche des cibles, sur la négociation avec les cibles, et puis au bout de cette période de 3, 4, 6 mois, on se rémunère sur le succès. Ok, très bien. Bien, merci messieurs, on est arrivé au bout de nos échanges. Donc on a fait une captation de l'ensemble du webinaire qui sera mise à disposition comme à notre habitude. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on mettra dans les commentaires les liens vers les outils. Enfin, on rementionnera les outils, notamment CF News et Merger Market, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ces outils. On mettra également, messieurs, puisque vous l'avez accepté, vos coordonnées pour éventuellement être avoir des contacts, être sollicité pour avoir plus d'informations sur tous ces sujets, et puis éventuellement d'être missionné, pourquoi pas, pour des sessions ou des acquisitions. Je remercie donc l'ensemble des participants. Et je vous donne rendez-vous demain, 14h, pour le dernier webinaire de la semaine. OK? Merci à tous. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci. Merci à tous. Merci à tous les participants. Merci, au revoir. Au revoir.